l'inquiétude principale, c'est qu'il n'y a pas assez d'inquiétude, a déclaré le PDG de JP Morgan Asset Management, Marie-Hélène Erdoes à Davos. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Tout simplement, y a-t-il un réel risque d'emballement sur les marchés ? Pas de risque, on est en plein emballement. Il suffit de voir la plus longue série haussière depuis 1959 sur le Dow Jones. C'était le mois de janvier, ça aurait pu être n'importe quel autre mois. Il y a eu 14 records en 19 séances. Bon, c'est quelque chose de jamais vu. On a en plus de ça, en même temps que les actions montent, on a une progression absolument parallèle des taux d'intérêt sur toute la courbe. Encore on se dirait bon, c'est juste le tout court qui rattrape un peu le taux long, pas trop s'inquiéter, c'est normal, les banques centrales vont un peu resserrer. Non, tout monte en même temps, les taux et les actions, ce qui est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Et en plus de ça, on a de l'instabilité, voire une certaine anarchie sur le front d'échange. Donc là, c'est le triple bonheur. Les marchés aiment bien généralement quand on est dans une situation un peu calme et sereine sur le marché d'échange, pas de gros écarts, on a besoin de visibilité. Là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez mettre tous les bâtons que vous voulez dans les roues des marchés d'actions, rien n'y fait, ni la hausse des taux, ni des écarts abyssaux sur les devises en l'espace de quelques heures. Le PDG, vous avez parlé de JP Morgan. Oui, JP Morgan Asset Management, oui. Évoquait l'euphorie de 2006. Moi qui suis peut-être un petit peu plus ancien que lui, ça me rappelle surtout 1987. C'est-à-dire qu'en 1987, il n'y avait que des acheteurs. Il y avait un ratio call-put complètement déséquilibré. C'est ce qu'on observe actuellement également avec le VIX qui est au plus bas, mais ça masque une autre réalité qui est encore plus vertigineuse. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent un ratio call-put à peu près équilibré. Là maintenant, c'est full risk on. On ne se couvre même plus. À quoi bon se couvrir? Puisque de toute façon, le marché résiste à la hausse des taux, aux turbulences monétaires, à tout ce que vous voulez. Donc ça ne sert à rien de se couvrir en fait. Mais quand vous parlez de turbulence monétaire, la hausse de l'euro, elle était anticipée, prévue, parce que tous les indicateurs sont quand même au vert en ce moment dans la zone euro, et de même que la baisse du dollar est pas nouvelle et n'a surpris personne. Donc peut-être que les investisseurs ont anticipé toutes ces évolutions. C'est pas parce qu'elle ne surprend personne, parce que tout le monde baigne là-dedans et tout le monde baigne dans l'euphorie, qu'elle n'est pas surprenante. Vous avez un écart de rémunération entre l'euro et le dollar qui s'accroît en faveur du dollar, et plus le dollar bénéficie d'une bonne rémunération, plus il baisse. Bon, alors voilà, ça fonctionne complètement à l'envers quelque part, mais en fait les taux longs américains ne sont pas les seuls à se tendre, puisque ça contamine aussi la partie longue de la courbe des taux en Europe. On n'était pas loin de 1% hier soir sur l'OAT, on est monté à 0,99, donc vraiment on est là sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis août 2007. Depuis août 2017. Sur les Bunds allemands, effectivement, alors jusqu'à fin 2017, le rendement du 8 ans était négatif, du 7 ans, du 6 ans. Et puis, on a vu le 7 ans repasser positif, puis le 6 ans repasser positif, et puis il manquait encore 0,13 hier, boum. Et c'est le 5 ans qui, à son tour, redevient positif sur le Bund. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Mais finalement, les marchés d'actions se disent « Ah bah, même pas peur, parce que de toute façon, les taux remontent, certes, mais pas aussi vite que vont progresser les bénéfices cette année. » On se fait des films sur la hausse des profits en 2018, en 2019, en 2020. On extrapole tout ça et on se dit finalement, les dividendes vont tellement accélérer que même si les taux prennent 25-50 points, même pas mal. Voilà où on en est en termes de raisonnement. Alors, autre phénomène intéressant, les prix n'ont pas augmenté comme on l'attendait aux États-Unis, ce qui est le cas d'ailleurs en Europe également, où on attendait une inflation bien supérieure que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, est lié en fait. Donc les salaires non plus, le pouvoir d'achat des salaires aux États-Unis n'augmente pas. C'est un peu une bombe à retardement pour tous ces travailleurs d'aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est vrai que l'année 2017 a été quelque part un petit peu miraculeuse, puisque sur l'ensemble de l'année, le dollar perd 15%, et finalement,
l'inflation ne revient pas. Sont tellement marginales qu'elle n'est pas mesurable. En Europe, évidemment, on n'allait pas avoir de l'inflation avec un euro dont le pouvoir d'achat augmente de 15%. C'est assez logique, mais les États-Unis ont été également préservés. Et ça, c'est un peu la surprise. D'autant plus que les Américains ne se sont pas contentés de consommer ce que leur permet leur salaire. Ils ont continué de s'endetter. On a une hausse de 2,7% des salaires, on a une hausse mesurée de la consommation qui est de 3,8. On a un endettement qui a été favorisé par des taux d'emprunt très très bas. Oui, mais ils se sont dégradés. Les conditions d'emprunt se sont fortement dégradées. Ça n'a pas empêché les Américains de continuer de s'endetter. Finalement, tellement encouragés par l'ambiance, par l'euphorie, qu'ils se disent de toute façon, ça va bien se passer. Mais je vais même aller plus loin. Dans les premiers jours du mois de décembre, on a vu des gens acheter des crypto-devises avec leur carte de crédit. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas le cash sur leur compte et ils s'endettaient pour acheter quelque chose qui gagne à tous les coups. Et là, vous avez des conseillers de clientèle aux États-Unis, le gérant de patrimoine, et une des demandes fréquentes en ce moment, c'est: comment est-ce que je pourrais gager mon épargne retraite? On appelle ça le compte 401K, c'est-à-dire c'est une épargne que peuvent abonder également les entreprises, etc. Comment est-ce que je pourrais gager mon 401K qui est déjà investi en actions? Je pourrais le gager pour obtenir du cash, pour faire encore plus d'actions avec du levier. Alors voilà, tout est comme ça. On est dans l'illusion que ça gagne à tous les coups et que ça va continuer et qu'il n'y a rien qui peut arrêter cette mécanique. Rien ne l'arrête et surtout pas les taux d'intérêt jusqu'au moment où effectivement ça va les arrêter. Parce que en fait, le problème, c'est les gens finalement n'en sont pas conscients aujourd'hui, mais au moment où ils se retrouveront à la retraite, leur retraite ne vaudra plus grand-chose. En fait, c'est un peu votre idée. Alors, elle risque de ne pas valoir grand-chose si jamais on a une correction boursière majeure. Et après ce qu'on vient de connaître, comment cette correction boursière pourrait-elle ne pas être majeure, voire même d'une ampleur inimaginable, puisqu'on vient d'avoir un quadruplement de la valeur des actions, tandis que les bénéfices ont progressé d'environ 170%. Donc la disproportion est fantastique. Enfin, on a une expansion des multiples de capitalisation qui est quelque chose qu'on n'a jamais connu depuis 1929. Et l'autre part de l'épargne retraite, elle est en obligation. Et là aussi, le prix des obligations a tellement progressé et on les paye tellement cher pour avoir tellement peu de rendement qu'en fait, quand on achète des emprunts qui restaient négatifs jusqu'à 7 ou 8 ans en Allemagne, ça veut dire que votre épargne ne produit pas d'intérêt et que votre épargne n'augmente pas au fil du temps. Si elle ne se dévalue pas, vous avez même de la chance en Allemagne. Ce qui veut dire qu'en fait, vous achetez très très cher des obligations qui demain pourraient se mettre à chuter. C'est-à-dire que vous avez acheté très très cher un pouvoir d'achat futur qui sera peut-être proche de zéro. C'est ça la chose, c'est qu'on dit qu'au quotidien, il n'y a pas d'inflation. Non, il n'y a pas d'inflation au quotidien, il y a de l'inflation dans l'épargne à constituer pour avoir un futur pouvoir d'achat. Qui, elle, est exponentielle. Et ce futur pouvoir d'achat, s'il est inversement proportionnel à la hausse des actifs, je peux vous dire qu'au jour de la retraite, mais les gens, ils auront potentiellement pas grand-chose. Mécaniquement parce que les obligations ne rapportent rien et sur les actions parce que le risque est tellement grand aujourd'hui qu'il y a une correction que si vous avez mis tout votre 401K et qu'en plus ça vous l'avez gagé pour acheter encore plus d'actions, vous risquez carrément de passer en négatif. Alors pour tous les épargnants qui nous regardent et qui essayent de se constituer une épargne retraite, comme on peut tous avoir l'idée de le faire logiquement en prévoyant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut arrêter d'investir dans des actions, dans des obligations. Dans quoi on peut investir? Est-ce que la pierre peut être un refuge Il y a longtemps qu'un investisseur raisonnable aurait dû cesser d'acheter des obligations soit avec un rendement quasi nul ou négatif ou avec un risque extrêmement élevé pour avoir du rendement. On achète du high yield, on achète absolument n'importe quoi. On achète essentiellement justement des émissions obligataires totalement illiquides.
C'est-à-dire qu'on capte du rendement 3,30 par-ci, 3,40 par-là, sachant que si les choses se passent mal, il est impossible d'en sortir, il est impossible de trouver une contrepartie. Ce sont des émissions de taille moyenne à assez étroite, et personne n'en veut. Si les choses se dégradent, personne n'en voudra. Tout le monde sera collé avec le high yield. C'est une certitude. Pour les emprunts d'État liquides, etc., ils ont plus que doublé. Leur potentiel de repli est extrêmement important également. Donc ça, il y a un risque très, très, très élevé. Sur les actions, on est au niveau de 1929 en termes de valorisation. Mais le discours constant entre banques, assureurs, et surtout les assureurs aujourd'hui qui veulent absolument que tout le monde se convertisse en unité de compte, et ça marche puisqu'en début d'année on a vu que les flux vers les actions augmentent, ça veut dire qu'en fait les gens se laissent avoir, ils se laissent fléchir. Alors vous savez, la bourse ça gagne à tous les coups. Je vous pose juste une dernière petite question avant de malheureusement arrêter cette interview. Xavier Fenot, qui est associé chez Interactive Trading, nous conseillait vendredi dernier l'or comme valeur refuge. Bonne idée ? Je pense qu'aujourd'hui, l'or ou le cash sont effectivement des alternatives. Alors l'or, en plus de ça, peut éventuellement s'apprécier si jamais on avait une perspective inflationniste. On voit que l'or monte aujourd'hui malgré la hausse des taux, alors que généralement on dit que c'est inverse. L'or n'ayant aucun rendement, il est forcément concurrencé par des produits obligataires qui, eux, offrent un rendement. Mais aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si je vais encore réussir à capter un tout petit peu de rendement ou capter peut-être les 2 ou 3% de hausse supplémentaire qui pourraient se produire sur les actions. Le but, c'est de ne pas se prendre une plus-value de moins 50, moins 60 à un horizon de 12 à 18 mois. C'est ça l'enjeu. Mais le problème, c'est que quand vous allez voir un conseiller de clientèle chez un institutionnel, le discours, et c'est aujourd'hui une politique, c'est non, mais laissez tomber l'obligataire, ça rapporte rien, faites des actions. Et tout le monde est en train d'acheter avec allégresse des actions qui sont au plus haut depuis 1929. En fait, ce sont les actions que ceux qui avaient de l'argent dès le départ ont pu acheter quand elles étaient très très bas, et maintenant ceux qui ont acheté très très bas, qui avaient beaucoup d'argent et qui en ont encore beaucoup plus, sont tout heureux de trouver des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont venir leur racheter les actions au plus haut historique. Merci Philippe Béchade, on retiendra l'appel à la prudence que vous nous livrez ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.